Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite sur le TerraMaster F4 210. Comment on va voir justement aujourd'hui, une fois qu'on s'est connecté et que celui-ci est sur votre bureau, on va pouvoir le lancer ensemble et voir un petit peu tout ce qu'on a besoin de faire à son premier démarrage. On arrive ici, alors pour ma part, c'est l'identifiant que vous avez stipulé à l'installation, d'accord, et le mot de passe, bien sûr, que vous avez mis à l'installation aussi. Alors vous, quand vous allez commencer, alors bien sûr, vous aurez à votre droite l'affichage de tout ce qui s'ensuit par rapport au CPU, la mémoire totale, le stockage, etc., etc. Vous avez l'IP internet que je vais cacher, bien sûr, bon, malgré que j'ai pas grand risque, et adresse MAC, LAN, et puis voilà. Alors vous voyez par exemple sur la version TOS, moi je suis sur la dernière, la 4.2.30, et on voit bien mon modèle est un F4 210 et le nom du dispositif que j'ai choisi est Tenas-DDL. Alors une fois que vous êtes ici, vous n'aurez pas justement ces trois applications qui sont ici, vous aurez juste les applications qui sont situées à votre gauche. Et pour ce faire, déjà avant de commencer de voir quoi que ce soit, alors on va aller déjà dans un premier icône qui est justement le tableau de bord. On va aller sur celui-ci. Et vous voyez, bon, c'est une interface qui est assez propre, hein. Alors justement, la première chose qu'il faudra faire une fois que vous êtes ici, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir pour les mises à jour. Vérifiez tout le temps vos mises à jour. Alors là j'ai mis mise à jour en ligne, le maintenir à jour c'est très important, que ce soit pour vos applications ou pour votre système. Puis vu les modifications qui sont assez importantes, je vous conseille de le laisser en recommandé. Une fois qu'on va revenir en arrière, on a aussi ensuite la sauvegarde et la restauration. Alors les sauvegardes de configuration système, voilà. Ensuite vous aurez tout ce qui est au niveau de la sauvegarde et de la restauration. Alors moi je sélectionne sauvegarde de la configuration du système. Ce qui est vraiment intéressant pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous avez des soucis, des fois que vous voulez par exemple revenir en arrière, cela vous permet justement de ne pas tout perdre, surtout les fichiers importants. Mais ça on le verra sans doute dans une prochaine vidéo car je vous expliquerai quelque chose. La restauration de la configuration système, ça c'est, je pense que si vous aviez un autre fichier qui permet d'aller changer la configuration et réinitialisation de la configuration du système, moi je ne l'ai pas encore utilisé, mais vous, ça pourrait vous arriver un jour. Voilà, une fois qu'on est là, on va faire un retour. Et vous avez possibilité de restaurer en utilisant les paramètres par défaut. Voilà, si jamais vous avez un souci au niveau de celui-ci. C'est des choses qui peuvent arriver des fois, hein, voilà, un petit bug ou ce genre de choses. Mais pareil, je l'ai peut-être utilisé une fois et depuis plus du tout. Alors une fois que c'est fait, on va aller après, en deuxième point, on va aller dans sécurité. Dans sécurité, alors vous avez en premier lieu, vous aurez la protection DOS. Celle-ci, je vous conseille, activez-la. Après, vous avez la sécurité du compte, ce qui permet de bloquer IP à trop grand nombre de tentatives de connexion. Moi, j'ai modifié, j'ai mis nombre de tentatives 5, durée 2 minutes. Par contre, je n'ai pas activé l'expiration automatique du blocage après tant de jours. Voilà. Ensuite on a le pare-feu. Alors moi j'ai créé un pare-feu pour WordPress parce que j'ai mon site web que je suis en train de faire justement j'ai mis un pare-feu pour pouvoir l'autoriser à y accéder. Voilà, tout simplement. Et ensuite on aura le certificat SSL. Alors le certificat SSL vous permet tout simplement de sécuriser l'URL. Voilà, comment pour au niveau du nom de domaine qui se situe en haut dans la barre d'URL. C'est important de le faire. Voilà, après eux ils vous le mettent. Profitez-en, voilà, vous n'avez pas besoin de vous embêter pour ça, il suffit de l'activer, de le mettre à jour et puis c'est bon. Ok, alors une fois que tout est fait, on va confirmer, voilà, ça c'est fait, on va pouvoir revenir en arrière. Et une fois qu'on arrive ici, la deuxième chose à faire, c'est justement le réseau. Alors ce qu'il faut savoir, par défaut vous êtes en DHCP. Alors qu'est-ce que le DHCP? En DHCP en fait vous êtes en IP, j'irais dire aléatoire.
C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez vous connecter, il va vous attribuer une adresse IP. Alors, je vous explique, le problème de ça, en fait, c'est que si vous n'avez pas une IP statique, quand vous voulez créer des lecteurs réseau ou ce genre de choses sur d'autres utilisateurs dans leur réseau local, le problème c'est qu'il va pas pouvoir s'y connecter parce que l'IP va changer et il va falloir que vous refassiez une modification à chaque fois. C'est pas le but, c'est pas marrant et puis c'est chiant. Dans ces cas, ce que je vous propose, on va aller dans réseau. Ensuite, on a l'interface réseau. Alors justement, je vous ai expliqué que vous étiez en DHCP, d'accord? Ça veut dire que vous n'êtes pas en dynamique par rapport à votre LAN. Je vais sélectionner celui-ci, on va faire modifier. Vous serez en automatique paramètre réseau DHCP. Et bien, il va falloir que vous passiez en statique, d'accord? Il va falloir que vous sélectionnez celui-ci et vous choisissiez une adresse IP. Pour ma part, j'ai choisi le 1.32. Et pour le marque sous réseau, on est en classe C, alors c'est 255, 255, 255, 0. Vous seriez en classe B, ce serait 255, 255, 00. Et en classe A, 255, 000. Peut-être que je ferai le sujet d'une nouvelle vidéo, pour l'instant c'est pas le cas. Passerelle par défaut, j'ai mis .1.1 et mon DNS primaire 8888. Alors ça, manuel valeur MTU. Ah oui. Alors voilà, DNS 88. Alors je l'ai pas mis là par contre. Et définir en tant que passerelle par défaut. Et vous avez ensuite le MTU. Alors le MTU. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au niveau des transferts de paquets qui permet d'aller plus ou moins vite suivant le transfert que vous pouvez effectuer. Alors c'est un truc que j'ai jamais utilisé. Tiens, pour une fois je vais essayer. Je vais passer à 3000. Voilà. Alors il laisse 1500 de base pour ne pas perdre justement des données quand vous faites des transferts de paquets. Alors moi je vais essayer comme ça, on va voir. Et puis je vous retiendrai au courant. Mais voilà, le MTU sert à ça. Alors je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas je vous mettrai un petit lien en haut pour vous dire exactement ce que c'est. Je vais appliquer. La configuration est en cours. Et comme je vous ai expliqué justement, le fait d'être en IP statique vous permet de pouvoir créer des lecteurs réseau et de pouvoir partager avec telle ou telle personne. Et ça on le verra aussi. Et c'est l'avantage, c'est si vous redémarrez justement votre NAS, et ben celui-ci ne va pas changer, ce qui fait que vous n'auriez pas besoin de reconfigurer les lecteurs réseau pour vos invités. Celui-ci a bien pris en compte. Ensuite on a les toujours en réseau, alors Wi-Fi et proxy, on n'en parle pas. Ok, on va aller dans les systèmes de fichiers. Alors SMB, c'est tout ce qui est utilisé pour Mac, d'accord? On l'a ici, saisir l'adresse suivante dans votre Finder Mac OS. Ça, c'est quand vous êtes en IP privé. C'est-à-dire que si vous tapez 192.168.1.32, si je le fais ici, par exemple, je fais Windows R, j'ai mon exécutable, vous voyez, bon, il est déjà marqué. Je fais entrer, voilà, et je tombe directement sur moi mes dossiers que j'ai créés juste avant. Alors ensuite on va revenir, le AFP, alors quant à lui sert pour l'UMAC, c'est pour ça là on n'a pas de raison mais je l'ai activé quand même au cas où. Ensuite le FTP, alors le service FTP, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez le service HTTP, d'accord, le service web et le service FTP. En fait vous avez le service FTP qui c'est un protocole en fait pour les fichiers, c'est un protocole qui est assez utilisé. Ça c'est un choix. NFS, alors NFS c'est pour tout ce qui est accéder aux dossiers partagés. Moi je l'ai activé, après vous verrez bien, mais normalement voilà, je peux pas tout vous expliquer, je connais pas tout non plus. Ensuite on a serveur synchro, ça je l'ai jamais utilisé, et après on a WebDAV. Alors WebDAV, il est même pas activé moi. WebDAV permet en fait voilà d'y avoir accès via le HTTP ou le HTTPS, et vous pouvez aussi activer les connexions WebDAV anonymes pour les personnes qui voudraient y avoir accès pour la lecture et l'écriture. Ça c'est un truc que j'active pas. Mais voilà, s'il y en a qui connaissent plus, profitez-en pour faire vos paramétrages. Après, pour ceux qui connaissent pas, là ce que je vous conseille pour commencer, on va confirmer. Pour commencer, vous n'êtes pas forcément obligé de toucher à ça en commençant. Ce que je vous conseille surtout, c'est l'interface réseau. Voilà, mettez bien en IP statique, d'accord? Ça vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser comme tel, pas comme moi, d'accord? Moi je fais un test et voilà, tout simplement, vous n'aurez pas DNS primaire, vous n'êtes pas obligé de le mettre, moi je le mets, et passerelle par défaut, ça vous pouvez le faire comme moi si vous le souhaitez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors ensuite on a tout ce qui est SSH. Moi j'utilise pas non plus le service Discovery. Vous l'activez, bonjour, ça c'est important de le mettre pour tout ce qui est Time Machine, et pour l'UPnP aussi pour les partages TNS avec d'autres appareils.
Voilà, une fois que c'est fait, on va les retourner dans l'accueil. Et là, justement, on va pouvoir commencer à créer des utilisateurs et des dossiers partagés. Alors, est-ce que je commence par vous expliquer les utilisateurs ou est-ce que je commence à vous expliquer les dossiers partagés? Telle question. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous expliquer la différence entre un utilisateur et un groupe d'utilisateurs. Oh putain, je me perds. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'un groupe d'utilisateurs que vous allez créer, vous allez pouvoir lui laisser certains privilèges. Et en laissant certains privilèges sur ce groupe d'utilisateurs, tous les utilisateurs que vous affectez justement au groupe d'utilisateurs, tous ces utilisateurs auront les droits que vous avez affectés au groupe d'utilisateurs. Je sais pas si vous avez compris, j'essaye d'être le plus clair possible. Alors, pour commencer, on a aussi dossier partagé, dossier distant. Je parlerai pas du dossier distant car moi je ne l'utilise pas, mais ça je pense que c'est pour tout ce qui est voilà NFS, SMB, ce genre de choses. Mais moi je l'utilise pas du tout, je vais pas vous en parler, je vais pas vous dire de conneries. Alors pour commencer, on va commencer dans les dossiers partagés. Dans les dossiers partagés, on va aller sur celui-ci. Alors vous n'aurez pas tout ça bien sûr. Ça va nous permettre de pouvoir le partager avec d'autres utilisateurs qu'on aurait créé au préalable ou de créer après. Moi je préfère le créer après. Vous verrez pourquoi. De le créer après pour qu'il ait accès à ce fameux dossier. Pour ma part, on va en créer un. Voilà. Le nom du dossier, on l'appelle test. Description, ça c'est pour vous. Pour savoir quel dossier exactement vous avez à faire. Ok. Voilà, je vais l'appeler test 1. Masqué. Moi je mets non, mais vous pouvez le masquer si vous souhaitez. Je vois pas trop l'utilité. Ah, ce nom existe déjà. D'accord, bon, on va mettre 2, hein, si tu veux. Ah, parce que j'ai fait déjà quelques tests. Bon. On va l'appeler nom du dossier, on va l'appeler test 1. Voilà. Alors, coder ce dossier partagé. Ça c'est votre choix. Activer la corbeille, ça oui, activez-la, parce que si jamais l'utilisateur supprime quoi que ce soit, c'est bien de pouvoir les récupérer. Malgré que voilà, c'est pas comme j'expliquais dans une autre vidéo que j'ai partagée. Moi j'aime bien faire une sauvegarde de tous mes dossiers avec Acronis sur un autre disque par sécurité. Une fois que c'est fait, on va faire suivant et par la suite accorder autorisation à accès limité utilisateur et par groupe d'utilisateurs. Alors là, vous voyez, c'est ou alors même encore administrateur dispose de toutes les autorisations, les autres utilisateurs seulement celles de lecture. Alors pour ma part, moi je vais laisser juste en accès par utilisateur. Je vais faire suivant et ensuite vous pouvez lui donner accès au dossier que vous avez créé juste avant. Alors par exemple, là vous voyez, on a test. Qui a été déjà créé, que j'avais pas vu justement, je l'ai pas effacé, c'est pour ça que ça marchait pas. Alors une fois qu'on est ici justement, on s'embête pas. Pour le moment, on va faire suivant. Voilà. Alors créer un dossier, voilà, pour le quota, ça c'est le quota que vous pourrez choisir si besoin. Une fois que vous êtes ici justement, pour l'instant vous n'avez pas accès, on va faire suivant. Voilà, il nous dit comment nom du dossier partagé, masqué, utilisateur, autorisation et on fait créer. Voilà. Une fois que celui-ci est créé, on le voit bien qu'il est là. On peut, si besoin, le modifier. D'accord. Vous voyez, activer la corbeille. Nom du dossier 1, description. Alors description, ce que je vous disais, c'est juste pour vous. 2. Voilà. Masquer le dossier voisin, remplacer les autorisations, alors ça c'est encore autre chose. Les autorisations, vous voyez, on peut changer les autorisations si besoin pour celui-ci. Là par exemple, ce sont pour mes utilisateurs, hein. Si j'ai des utilisateurs dont je voudrais pas qu'ils aient accès à ce fameux dossier, voilà, je peux tout simplement choisir qui a accès et qui n'y a pas accès. Ensuite le pourcentage, vous voyez, là je peux pas l'activer, c'est normal. NFS, alors ça c'est pour ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut laisser les autorisations au niveau du partage. WebDAV, ça c'est la même chose, c'est pour autoriser les personnes à avoir accès à celui-ci. Et SMB, pareil, ça... Oh, j'arrête pas de bailler. Putain, je suis crevé ou quoi? Et SMB, voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. Après, à vous d'aller voir un petit peu, de fourfouiner, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, une fois qu'on a créé justement notre fameux dossier qui s'appelle test 1, et ben, on va pouvoir... alors, vous pouvez créer plusieurs dossiers que vous vouliez partager
on va créer déjà notre premier utilisateur, ou alors notre groupe d'utilisateurs. Alors sur le groupe d'utilisateurs, de base, vous avez admin et all user. Ici, vous avez possibilité aussi, voilà, sur admin, de modifier, voilà, au niveau des utilisateurs, qui vous voulez qu'ils soient admin, et les autorisations. D'accord? Vraiment, vous pouvez faire tout en individuel, c'est ça qui est bien. Et ensuite, on a aussi all user, on peut faire exactement la même chose. Voilà, ça c'est à vous de voir, c'est à votre convenance. Ensuite, par utilisateur, on va faire confirmer. Alors, tout à l'heure j'ai voulu faire un test, je vais supprimer celui-ci, on va recommencer. Voilà. On va créer un nouvel utilisateur. Alors vous aurez votre nom à vous et vous aurez marqué guest. Guest, ça c'est pareil, c'est pour les invités. Vous allez créer un nouvel utilisateur. Pour celui-ci, on va l'appeler YouTube. Voilà. La description. Ça, la description, c'est pour vous, d'accord? C'est pour vous rappeler qui c'est. Là, je vais l'appeler test. Le mot de passe, alors bien sûr, avec une majuscule et des chiffres et des caractères. On va l'appeler test avec une majuscule 1, 2, 3, 4, 1 point. Voilà, on reconfirme. Et si vous voulez être sûr, vous pouvez justement venir accéder au petit œil pour voir si tout est bon. Une fois que c'est fait, on va faire suivant. Là, jamais. Alors, sans limite ou pool de stockage, ça c'est le choix de chacun. Moi, je mets pool de stockage, comme ça ne permet à la personne de ne pas me remplir mes disques durs, d'accord? Je vais le limiter à 20, ce qui est déjà bien, et je fais suivant. En fait, entre autres, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet aux autres personnes, par la suite, après on verra ça, d'avoir accès à distance et vous en servir comme drive. Voilà, ça sert à un Google Drive en fait, c'est tout simplement ça. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez avoir beaucoup plus de mémoire. Vous pouvez mettre 100, 150, 200, suivant les disques durs que vous avez. Ensuite, vous pouvez justement, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, choisir dans quel groupe d'utilisateurs vous voulez l'effectuer. Moi, je le laisse dans All User, je fais suivant. Et par la suite, dans celui-ci, vous pouvez choisir les autorisations pour que cette personne puisse accéder au fameux dossier que vous auriez créé au préalable. Alors, vous voyez, moi j'ai test 1. Et ben, imaginons que là j'aurais juste test 1. Est-ce que je laisse possibilité, je le refuse. Lecture-écriture, c'est-à-dire qu'il pourra faire des modifications dans celui-ci, ou alors juste lecture, c'est-à-dire que quand vous, en tant qu'administrateur, vous ayez mis des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers importants dans celui-ci, cette personne-là pourra lire les fichiers, mais ne pourra pas modifier ou supprimer. D'accord? On va prendre, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On fait suivant. Voilà, il nous fait un récap. Une fois que c'est fait, on peut faire créer. Une fois que c'est fait, notre fameux utilisateur YouTube est ici. Vous êtes administrateur, c'est-à-dire qu'arrivé là, vous dites à la personne, voilà, tu as besoin, par exemple, de pouvoir te connecter. Dans ces cas-là, vous avez donné, alors, dans ces cas-là, vous lui donnez son identifiant et son mot de passe. Et justement, par la suite, je vais vous montrer comment y accéder déjà en réseau local. Alors, imaginons, je vais revenir à l'accueil. On va faire ça, je vais faire déconnecter. Voilà, on se déconnecte. Alors, imaginons la personne veut se connecter, elle est en réseau local, elle va faire 192.168.1.32, 2.8181 pour son port, et je fais entrer. Voilà. On arrive ici, la personne me dit ah oui d'accord, ok, pas de souci, c'est quoi mon identifiant? Dans ces cas-là, on a dit son identifiant c'était YouTube, je crois que c'est avec un Y majuscule, et c'était test 1, 2, 3, 4 et point. On va faire se connecter. Alors c'est non. Et on fait se connecter. Voilà. Alors, la personne arrive ici. Alors, vous pouvez le constater déjà, c'est que la personne n'a pas, bien sûr, toutes les configurations possibles comme vous, puisqu'il n'est pas administrateur. Et une fois qu'il est arrivé ici, voilà, il aura accès à sa session à lui, dont il pourra mettre les 20 gigas. Le dossier public que j'ai autorisé pour tout le monde et le dossier 1. Quant à lui, bah, vous voyez, s'il veut créer un nouveau dossier, je lui dis qu'il ne pouvait pas le faire. Voilà. Vous voyez, opération échouée. Même supprimer ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis vraiment par utilisateur ou groupe d'utilisateurs, ça peut être sympa. Et puis après, aux utilisateurs, vous pouvez justement leur autoriser certains privilèges.
une fois que c'est fait, vous voyez, c'est simple. Là, par exemple, j'ai un dossier public dont j'autorise... alors là, si je veux créer un dossier, vous voyez, et je fais aussi. Par contre, je l'autorise à lire. C'est-à-dire que si la personne vient ici, hop, et qu'elle a besoin... Alors, si elle veut faire une modification, par exemple, elle veut supprimer, je fais confirmer. Normalement, celle-là ne peut pas. Vous voyez? Par contre, elle peut le lire. C'est-à-dire qu'elle peut télécharger celui-ci. Je fais confirmer. Ah oui, alors ouais, c'est normal parce que PDF n'est pas installé, ça c'est autre chose. Mais voilà. Alors voilà, on peut télécharger. Voilà, téléchargement, hop, directement. Et vous voyez là, on peut télécharger le fichier PDF. Mais c'est l'avantage de pouvoir ne laisser qu'en lecture. Ça permet à ce que les gens ne suppriment pas n'importe quoi. Voilà. Alors vous voyez, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va se déconnecter et on va retourner sur mon compte. Et bah voilà, justement, une fois que vous avez créé des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, des fichiers, voilà, vous pouvez laisser les droits que vous souhaitez. Et justement, vous pouvez faire ça pour chaque dossier et chaque utilisateur. Vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Par la suite, on va voir aussi maintenant, une fois qu'on a justement créé tout ça, comment y avoir accès pour les utilisateurs via l'extérieur. Alors ça justement, eh ben, ça va être le but de ce qu'on a ici, ce qui est marqué la connexion à distance. Voilà. Alors sur celui-ci justement, Tenas, TOS vous propose le tenas.online. À la base, il est désactivé. Vous l'activez, vous choisissez votre ID. Alors pour ma part, moi c'est Tenas DDL87. Vous appliquez. Et une fois que vous appliquez, il vous laisse une adresse ici. Bah, cette adresse, en fait, il vous suffira de la copier. Voilà, de l'envoyer à la personne via l'extérieur ou même pour vous. Et par la suite, vous y aurez accès comme on est tombé sur la fenêtre de tout à l'heure. Il vous suffira de mettre l'identifiant et le mot de passe et vous pourrez accéder à vos fichiers, à vos dossiers. Par la suite, je voulais vous montrer aussi comment partager les dossiers et les fichiers, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Comme ça, je vous expliquerai justement un petit peu avec le certificat SSL. D'accord? Voilà, alors j'espère que vous aurez compris, j'espère que ça a été clair. Sur ce les amis, bah, je vais vous le laisser là-dessus. Alors oui, il y a un truc que je vous ai pas dit non plus, vous avez le DDNS, celui-ci est utilisé quand vous avez un nom de domaine. D'accord, chez un fournisseur. Voilà, vous activez le DNS, vous mettez par exemple celui que vous souhaitez. Voilà. Et après, alors ça, moi, c'est un truc que j'utilise pas non plus. Et il faudra que je regarde plus en détail, comme ça, je pourrais voir ça avec vous. Parce qu'on a FreeDNS, voilà. Ça, c'est NOIP. En fait, c'est des DNS que vous pouvez attraper sur d'autres sites, d'accord. Et vous avez des DNS qui sont gratuits. Et ça vous permet justement de pouvoir changer celui-ci. Moi, j'ai toujours laissé le Tenas Online. Il fonctionne très très bien. Et voilà, malgré l'avoir utilisé plusieurs fois maintenant, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais bon, pour la facilité et la simplicité, je vous conseille d'activer l'accès à distance avec tenas.online. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser là-dessus, puis on se retrouvera très bientôt justement pour le certificat SSL, et on verra aussi justement pour les partages à distance via celui-ci pour partager vos dossiers et vos documents via des personnes externes. Ok, sans devoir leur créer justement des fameuses sessions, ce qui pourrait être chiant sinon. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.